King Daka, Green Lantern, Anaconda ou bien encore Nighthawk. Toutes ces machines, les loulous, elles ont fermé leurs portes au public durant l'année 2024. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon expérience avec ces machines de légende. Nighthawk est un flying coaster signé Vekoma implanté aux USA à Carowinds. C'est très simple, c'est le tout premier flying coaster moderne de l'histoire coasterienne. Alors avant lui, il existait deux roller coasters considérés comme des flying puisqu'il y avait Skytrack et il y avait Comet. Alors de vous à moi, ces deux coasters étaient plus des usines à gaz que des flying coasters. Vekoma est arrivé avec sa gamme Flying Dutchman et a décidé de révolutionner le game des flying. Au niveau de Nighthawk, eh bien c'est très simple les loulous, c'est une bécane que j'appréciais tout particulièrement pour son intensité, mais également pour ses hors-ce-chou complètement what the fuck. Mais avant de vous donner mes impressions sur cette bécane, je vais vous parler de ses deux plus gros défauts. Premier défaut, eh bien c'était sa fiabilité. C'était une bécane qui tombait énormément en panne. Preuve en est, lors de ma dernière visite à Carowinds en 2024 avec Monsieur X, eh bien Nighthawk a décidé de tomber en panne toute la journée. C'est le genre de bécane où il fallait prévoir plusieurs jours de visite à Carowinds, tout simplement pour pouvoir la rider et cocher le petit plus 1 dans son CC. Deuxième gros défaut au niveau de Nighthawk, eh bien c'était tout simplement son système de retenue qui était un calvaire et qui engendrait des temps de chargement et de dispatch tout simplement dantesques. En fait, prendre place à bord de Nighthawk, c'était tout un cérémonial les loulous puisque vous deviez fermer une espèce de veste qui ressemblait à un gilet de sauvetage, vous deviez ensuite fermer une grosse lap bar sur vos jambes et ensuite prendre cette veste et venir la clipper sur la lap bar. Autant vous dire que la moitié des personnes ne comprenaient pas ce qu'il fallait faire, donc c'est les opérateurs qui faisaient toutes les opérations de fermeture, il y avait des doubles, voire des triples checks, les loulous, c'était n'importe quoi. Et il n'était pas rare de voir un dispatch de Nighthawk tous les 10 voire 15 minutes. Un enfer. Si on retire ces deux points noirs, ces deux défauts, les loulous, eh bien Nighthawk, c'était de la très bonne bécane. Alors déjà, j'aime beaucoup les Flying Dutchman puisque au niveau des lifts, on prend le lift allongé sur les rails et en fait, on a une position très confortable pour monter tout en haut du layout. S'ensuit au niveau de Nighthawk, eh bien tout simplement un light to fly. Donc un light to fly, c'est un retournement pour permettre de basculer les riders et de les mettre en position flying face au sol et le train s'engage ensuite dans une first drop. La first drop était pas mauvaise, les loulous, elle offrait eh bien tout simplement un peu de jet dans son creux, c'était très intéressant. Mais ce qui était très cool, eh bien c'était l'élément juste derrière la first drop, puisqu'il y avait une espèce d'orse-chou géant qui avait pour effet de donner une espèce eh bien de flottage ejector. En fait, vous étiez éjecté avec la force centrifuge en plein centre du orse-chou, les loulous. Vous aviez l'impression de vous faire éjecter vers le ciel, plaqué contre votre veste, et vous étiez un peu en mode éjector et en mode floating. C'était très bizarre au niveau de cette sensation, mais il n'en reste que c'était jouissif. Passé cet orse-chou, eh bien, le train va s'engager tout simplement dans un loop de forme ronde, c'est-à-dire qu'il n'était pas de forme clotoïdale, les loulous, donc en forme de goutte d'eau, ce qui fait que ce loop était extrêmement intense, et dans les creux, eh bien, vous avez l'impression de vous tasser et de faire corps tout simplement avec le siège de Nighthawk. C'était n'importe quoi. En termes d'intensité au niveau de ce loop, eh bien, c'est très simple, c'est comparable à un pretzel sur un Flying BM tel que Manta, tel que Tatsu, ou bien encore tel qu'un Superman à Six Flags. C'est pour vous dire le niveau d'intensité du loop tout simplement sur Nighthawk. S'ensuit ensuite un deuxième hors-ce-chou. Alors il est un peu plus petit que le premier, mais il est tout autant jouissif avec cette sensation bizarre où vous vous faites éjecter avec la force centrifuge, mi-floating, mi-éjector, très chelou les loulous, mais très jouissif. Alors il faut savoir que le coaster ne perd pas en rythme, le coaster est très fluide les loulous, tout s'enchaîne parfaitement et le train va ensuite enchaîner avec un combo avec deux corkscrews qui vont vous offrir de très beaux effets de basculement. Moi j'ai beaucoup aimé les effets de basculement au niveau des corkscrews et prendre des corkscrews en mode flying, les gars, c'est complètement what the fuck. Moi j'ai apprécié l'expérience. Donc vous l'aurez compris, eh bien en termes de layout, les gars, moi j'ai vraiment apprécié Nighthawk de par tout simplement ses orse-chous qui offrent une espèce de sensation avec la force centrifuge très bizarre et son loop très intense. Alors, faut le préciser quand même, c'était pas un coaster super confortable, ça vibrait quand même mine de rien, et en entame de corkscrew, il y avait quand même quelques baffes. Voilà, je préfère le dire pour être tout à fait honnête là-dessus, mais il n'en reste que c'était un flying que j'appréciais beaucoup les loulous.
Voilà tout au niveau de Nighthawk. Moi, c'est une bécane qui m'a marqué, c'est une bécane que j'ai apprécié rider, c'est une bécane que je trouvais très jolie, il y avait moyen de faire des très jolis plans au niveau de son implantation. Alors attention, on est à Carowinds, les gars, en termes de thématisation, le coaster est posé là comme ça, il y a une petite mare terminus, mais on pouvait se balader autour du coaster, faire de belles photos, faire de belles prises de vue, et c'est un coaster que je trouvais très esthétique et que j'appréciais voir tourner, les loulous. Voilà tout au niveau de Nighthawk. Je vous propose de passer tout simplement au prochain coaster de cette vidéo, et cette fois-ci, je vais vous parler de Anaconda. Ah, Anaconda. Alors là, les gars, on n'est pas sur une bécane qui est devenue mythique parce que son layout est excellent. On est plutôt sur une bécane qui est devenue mythique parce que son layout est truffé de baffes et truffé de vibrations. Et en fait, c'est une des pires boosts qu'il n'ait jamais existé d'un point de vue coasterien, les gars. Alors, Anaconda, c'est un roller coaster construit par Aerodynamics, designé par le célèbre Ron Toomer, les loulous, et il est implanté aux USA à Kings Dominion. Au niveau de ce coaster, c'est très simple, c'est une machine à baffes de A à Z. Pour vous donner le taux ou le niveau de baffes, les loulous, la première fois que j'ai ridé ce coaster, je me souviens encore avoir regardé le harnais à côté de moi dans le lift, et le harnais était en train de vibrer littéralement. Et en général, quand un coaster vibre dans le lift, c'est annonciateur de mauvais présages, on va pas se mentir. Au niveau du layout en lui-même, c'était un layout complètement what the fuck, puisqu'il y avait des espèces d'hélices un peu dessinées au cintre, un peu dessinées à la RCT3, des hélices planes qui littéralement vous défoncer la tronche. C'était full vibration et full baff au niveau de ces hélices. Alors la first drop avait le mérite d'être très sympa, avec un petit tunnel très mignon en sortie de first drop, les loulous, avant de s'engager dans un loop vertical plutôt sympa, avec des petits creux bien sympas, les gars, ça tassait bien quand même en termes de G. S'ensuit ensuite un Sidewinder. Alors le Sidewinder, littéralement, va vous déglinguer en entame et en sortie, les gars. Les effets de basculement sont cool, mais par contre, vous vous faites malmener dans le harnais, vous prenez des coups de guillotine. Autant vous dire qu'après ça, vous avez besoin d'une séance d'ostéo, mais en urgence, les loulous. Le train enchaîne ensuite avec ces espèces d'hélices planes. Alors, il y a eu un essai, les gars, ils ont essayé, le bon vieux Ron Toomer a essayé de nous designer un truc un peu moderne, mais c'est un enfer. On va pas se mentir, là, cette partie-là, avec ces hélices planes, tu te fais déglinguer de A à Z, c'est infernal. Littéralement, t'as mal au cou, t'as mal à la tête, t'as mal au dos, t'as mal partout. Le train se termine ensuite dans une petite série de turns avant de s'engager dans un double corkscrew, et ce double corkscrew est aussi infernal, les loulous, surtout en entame et en sortie. Alors les effets de basculement sont sympas, par contre pareil, tu te prends des taquets et tu te prends des baffes, mais monumentales. Et je me souviens être sorti de ce coaster lors de ma dernière visite à Kings Dominion avec les oreilles littéralement rouges et avec des traces rouges au niveau de mon cou. C'est pour vous donner le niveau de baffe. Donc, faut savoir qu'Anaconda ferme ses portes au public en novembre 2024. Les gars, il a fermé ses portes au public en novembre 2024 et je tenais à vous en parler, à vous donner mes impressions sur ce coaster, les loulous, en vous disant tout simplement que c'est une bouse et ce coaster est devenu mythique, ce coaster est devenu une icône de par son inconfort, tout simplement. Si vous considérez que Goodurix ou bien encore que Viking à Energylandia sont des bouses en termes de confort, allez voir Anaconda et vous m'en direz des nouvelles. C'est largement au-dessus en termes d'inconfort par rapport aux deux bécanes que je viens de vous citer. C'était un enfer. Au niveau du coaster en lui-même, son implantation était plutôt sympa au-dessus d'un lac, les loulous. Rien de plus à dire en termes de thématisation. On est à Kings Dominion, les gars, donc au niveau de la gare, on est sur des tôles pour s'abriter du soleil et ça s'arrête là. Voilà tout au niveau d'Anaconda. Je tenais à vous donner mes impressions sur cette bécane puisque malheureusement elle est fermée. Au moins comme ça laisse une trace. Sachez que ce n'était pas une grosse perte, les loulous. Sachez que c'était pas la bécane à rider absolument quand vous alliez à Kings Dominion. Surtout qu'à côté il y a une grosse bécane rouge répondant au nom de Intimidator 305 et juste derrière il y a un truc qui répond au nom de Twisted Timbers. Mais il fallait faire quand même cette bécane, ne serait-ce que pour le côté inconfort et pour l'expérience de la baffe, j'ai envie de vous dire, et pour l'amour de la baffe. Enfin bref. Rien de plus à vous dire, les loulous, et je vous propose de vous parler du prochain coaster de cette vidéo, d'aller du côté, tout simplement du New Jersey, pour vous parler, de Green Lantern. Green Lantern est un stand-up coaster construit par BM, implanté aux USA dans le New Jersey à Six Flags Great Adventures. Au niveau de ce coaster, on est sur un Glooby Boulga, puisque de base il s'appelait Chang. Il était implanté à Kentucky Kingdom, il a ensuite été relocalisé à Six Flags Great America, et Six Flags Great America l'a relocalisé à Six Flags Great Adventures.
Ouais, en termes de localisation, c'est un gros gloubi-boulga. Au niveau de Six Flags Great Adventure, eh bien, il faut savoir que le parc a littéralement posé Green Lantern sur son parking. En fait, c'est un des rares roller coasters que j'ai raidé où tu voyais encore les places de parking en dessous de son layout. Six Flags, avec Green Lantern, a tout simplement respecté à la lettre eh bien, la définition du mot parking à coaster. C'était tout simplement n'importe quoi, les loulous. Alors, au niveau de la thématisation, hormis le fait que le coaster était littéralement implanté sur un parking, il n'y avait pas grand-chose, on va pas se mentir. La gare, il y avait 3 tôles ondulées pour protéger les gens du soleil et terminus. Seul point notable en termes de thématisation, c'est l'entrée du coaster avec un petit panneau tout mignon Green Lantern et on avait une jolie vue également sur le Flying Coaster Superman, les loulous, avec une petite place. Voilà, là c'était mignon jusqu'à l'entrée et une fois que tu rentres dans la file d'attente, il n'y a plus rien. Au niveau du coaster en lui-même, eh bien moi ce coaster, il m'avait particulièrement marqué pour son vertical loop juste après sa first drop. En fait, le vertical loop était extrêmement planant. Le fait d'être en position stand-up, c'est-à-dire debout dans le roller coaster, et d'avoir une espèce de gros moment de floating au centre du vertical loop, eh bien c'était tout simplement jouissif, les loulous. Alors pour le reste du layout, au niveau de la first drop, franchement ça m'a pas marqué, c'était pas une first drop de folie, rien de bien particulier au niveau de cette first drop. Tout ce qui était dive loop, inclined loop, etc., toutes les inversions, elles étaient vraiment pas folles, pas énormément de basculements, voire même plus des baffes. En fait, les gars, c'était une machine qui baffait quand même beaucoup, il y avait beaucoup de vibrations, tout ce qui était turns, bankhead S-turns, etc., c'était vraiment pas fou, et en fait, le layout était tellement long que je me souviens lors de mes derniers rides de m'être dit, mais vivement que ça se termine, parce que franchement, c'est super long et il n'y a pas grand-chose d'intéressant. En fait, ce roller coaster, il était bien uniquement pour son vertical loop, et ça s'arrête là, les loulous. D'un point de vue confort, ça vibrait, ça mettait des baffes. Alors, c'était pas non plus une purge comme d'autres stand-up coasters, comme les Vortex par exemple, ou ce genre d'autres coasters, mais ça baffait et ça vibrait quand même, et surtout c'était inconfortable au niveau des bijoux de famille, les loulous. Je vais pas vous faire un dessin, t'as cette espèce de gros bourrelet qui vient entre tes jambes, et à chaque boss, bah, tu te fais déglinguer les bijoux de famille et ta descendance. Je me souviens que lors de mes derniers rides, j'étais avec Polo et Zouzou qui est une femme, m'a dit « Je te rassure Max, moi aussi ça m'a fait mal à l'entrejambe ». C'est pour vous dire un peu le niveau de douleur sur cette bécane, les loulous. Alors, ce coaster, il était également un peu mythique, un peu iconique, tout simplement parce qu'à son ouverture, c'était le stand-up coaster le plus haut, le plus rapide, le plus long et celui qui comportait le plus d'inversions sur la planète. Il avait piqué les records à Mantis, à Cedar Point, qui est devenu Rougarou d'ailleurs après sa conversion. Donc voilà, c'était un coaster à record, c'était un stand-up à rider, ne serait-ce que pour son nombre d'inversions impressionnant et sa longueur de layout impressionnante, mais c'était pas une folie, les loulous. Voilà tout au niveau de Green Lantern, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus long à ce niveau-là, et je vous propose tout simplement de passer au roller coaster que j'ai apprécié le plus dans cette vidéo, au roller coaster qui m'a le plus marqué dans cette petite série, et je vais tout simplement vous parler du mythique King Daka. Alors là, les loulous, je m'attaque à un très très gros morceau. King Daka, c'est vraiment une bécane mythique. Ce coaster, il a été construit par Intamin. Il est implanté également aux USA, dans le New Jersey, à Six Flags Great Adventures. Oui, encore ce parc. Au niveau de ce coaster, eh bien, il est devenu mythique de par ses statistiques. King Daka, c'est 139 mètres de hauteur, une drop de 127 mètres et surtout un launch hydraulique capable de propulser ses passagers de 0 à 206 km/h en 3,5 secondes. C'est totalement barge, les loulous. À titre de comparaison, Red Force, eh bien, à Ferrari Land, est capable de propulser ses passagers de 0 à 180 km/h en 5 secondes. Red Force, à côté de King Daka, c'est clairement un enfant de cœur d'un point de vue lunch. Alors King Daka, c'est tout d'abord une structure visible à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Et moi, je me souviens, eh bien, quand je me garais à Six Flags Great Adventures, eh bien, rester pendant 10 minutes sur le parking à admirer King Daka, à voir les trains tourner. En fait, quand vous vous garez, vous avez la vue sur le top hat de 139 mètres de haut, la vue sur le lunch de 200 mètres de longueur, l'énorme camelback, et vous entendez ce bruit de lunch hydraulique qui résonne dans tout le parc, qui est complètement barge. Il faut savoir que depuis le parking, vous voyez également Superman et Green Lantern, qui sont des coasters qui doivent faire 40 ou 50 mètres de hauteur. Et bien, à côté de King Daka, ils paraissent ridiculement petits, les loulous. Alors King Daka, il faut savoir que son implantation était plutôt réussie, la zone était toute mignonne, en fait c'était une zone un peu temple, un peu jungle, c'était
juste à côté de El Toro, il y avait des cheetahs, il y avait des lions, une zone un peu zoo, un peu jungle, etc., qui était plutôt bien foutue. Ça mérite d'être signalé, c'est plutôt rare d'avoir un peu de théma au niveau des parcs Six Flags, les loulous, et pour le coaster en lui-même, bien vous vous en doutez, moi ce qui m'a marqué au niveau de ce coaster, eh bien c'est son lunch et son top hat. Au niveau de son lunch, eh bien c'est un lunch qui va vous satelliser. Encore une fois, on passe de 0 à 206 km/h en 3,5 secondes. Moi, je me rappelle avoir levé les bras et les bras qui partaient en arrière avec le vent, mais à une vitesse folle, un peu comme sur Formula Rossa, les loulous. C'est le genre de lunch où quand tu ouvres la bouche, eh bien ta bouche se gonfle et puis tu n'as plus de salive dans ta bouche, tu as la gorge asséchée. C'est n'importe quoi. Alors, petit bémol au niveau de ce coaster, en sortie de lunch, une fois que vous atteigniez les 206 km/h, le train avait tendance à vibrer énormément. Alors, on n'est pas sur des vibrations dégueulasses à la Red Force au Last Row, c'est acceptable, mais c'était quand même des vibrations qui n'étaient pas forcément agréables. Au niveau du top hat, les loulous, après s'être fait satelliser par ce lunch dantesque, eh bien autant vous dire qu'un top hat de 139 mètres de hauteur, ça vous donne une superbe vue sur les environs. Le parc est implanté à Jackson, et Jackson, c'est énormément de forêt, énormément de verdure, donc la vue est magnifique, les loulous. Sachez que quand vous étiez au first row, le top hat vous offrait non pas un éjecteur, mais un petit moment de floating plutôt mignon. Et au last row, en sortie de top hat, forcément, vous vous faites retirer par le train, et là, ça devenait dantesque. S'ensuit, les loulous, eh bien, une first drop de 127 mètres de hauteur, ou une drop de 127 mètres de hauteur, hein, mais bon, j'ai envie de dire first drop, les loulous. Et cette drop avait une petite particularité, puisqu'il y avait une espèce de vertical twist. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, les gars. Donc, c'est une espèce de zéro G-roll à la verticale. En fait, ce zéro G-roll à la verticale, vous le preniez en plein dans la descente de 127 mètres. Et vous faisiez eh bien, littéralement satelliser en termes d'effets de basculement. Les effets de basculement sur cette inversion étaient dantesques, surtout au last row, les loulous. Alors, le seul problème, c'est que le coaster était doté de harnais guillotine old school à la Intamin, et forcément, quand vous preniez cet élément, les loulous, vous aviez tendance à avoir tout simplement des coups de guillotine au niveau de la nuque et des baffes. Forcément, c'était pas très agréable, mais par contre, ça basculait énormément. Alors, si mes souvenirs sont bons, le train atteignait quasiment les 200 km/h dans cette drop. Pour vous donner un ordre d'idée, trouve-moi une first drop ou une drop d'un coaster qui atteint les 200 km/h. C'est n'importe quoi en termes de statistiques, on est vraiment sur un truc dantesque. Et ensuite, eh bien, le train s'engageait dans un camelback. Alors, camelback plutôt décevant. Alors certes, il est grand, certes, il est impressionnant, etc. Mais il offrait pas forcément de gros airtime, de gros éjecteurs ou de gros moments de floating, sauf au first où il y avait un petit soupçon, un léger sursaut de je me lève légèrement de mon siège et je retombe, parce qu'en fait, il y avait des trims tout le long de ce camelback, les loulous. Il n'en reste, et je pense que vous l'aurez bien compris, que le lunch de cette bécane, la drop de cette bécane et le top hat de cette bécane étaient tout simplement dantesques, avec des statistiques folles, et en fait, c'était un coaster à expérimenter absolument, mais alors absolument, de par tout simplement ce qu'il offrait sur le papier en termes de statistiques, les loulous. Moi, King Daka, c'est une bécane que j'aimais beaucoup. Le seul bémol selon moi, c'était tout simplement ces vibrations, c'est-à-dire qu'en sortie de lunch, ça vibrait quand même plutôt pas mal, et dans les creux, je me souviens qu'en creux de la drop, mine de rien, lors de mes derniers rails, de mes rails de récents, ça vibrait aussi également. Donc, c'était pas aussi dégueulasse qu'un Red Force, mais ça vibrait quand même plus qu'un Top Thrill 2 ou qu'un Formula Rossa, à titre de comparaison pour des gros lunch coasters avec une technologie hydraulique. On va dire ça comme ça. Donc King Daka, les gars, superbe bécane. Moi, je trouve ça dommage que le parc l'ait tout simplement retiré. J'espère que Six Flags sera capable de nous mettre une bécane tout aussi mythique, avec des stats tout aussi folles. Il faut vivre avec son temps, on verra bien ce que ça donne. Moi, je suis très fier de l'avoir raidé, les loulous. Et King Daka, c'était une bécane qui valait franchement le coup. Voilà tout, rien de plus à vous dire. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo où je vous donne mes impressions sur ces bécanes mythiques qui ont fermé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse la même vidéo avec du flat ride, notamment avec du freefall par exemple, qui était la plus haute tour de chute de la planète qui a fermé, ou bien encore Flying Circus, qui était un flat ride signé Bart complètement dingue. Rien ne m'empêche de faire une vidéo comme ça avec mes images d'archives bien sûr, et vous donner mes impressions sur ces bécanes si vous avez apprécié. Rien de plus à vous dire, les loulous, et je vous dis tout simplement à plus dans le bus. Je sais pas où, je sais pas quand, mais une chose est sûre, ce sera dans un parc d'attractions.